Alors, bon après-midi à tout le monde. Je vous souhaite donc la bienvenue à ce webinaire dédié aux aides opérationnelles que nous pouvons vous apporter pour gérer la crise sanitaire. On va vous donner un petit mot sur les soutiens de première et deuxième ligne. On va aussi donner la parole à Madame Patricia Jacquard, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, qui travaille au Forum et qui va vous expliquer le renfort en personnel, en tout cas comment l'activer. On aura aussi une brève présentation des formations auxquelles vous avez droit et comment vous pouvez en bénéficier. Sans oublier donc le soutien psychologique à destination de vos équipes. Et alors, on vous fera un petit mot sur comment utiliser le site et la boîte à outils qui se trouve sur covid.avic.be. Madame la ministre nous entend. Et elle peut nous écrire, mais malheureusement, on ne sait pas pourquoi, elle n'arrive pas à prendre la parole. Donc, elle nous a laissé gentiment un petit mot parce qu'elle dit qu'elle est vraiment désolée car elle aurait vraiment voulu vous dire toute sa considération pour le travail que vous réalisez depuis le début de cette crise et vous expliquer les mesures prises pour vous aider. C'était d'ailleurs le but de cette participation. Souvent, les médias ont parlé des maisons de repos et des hôpitaux, les secteurs les plus exposés. Cela ne signifie en rien que les autres centres d'hébergement ne vivent pas des situations en grande tension. J'en ai conscience. Donc, ce sont ces mots que je lis là. C'est pour ça que je suis encore plus triste qu'elle ne puisse pas participer parce que c'est vraiment un discours que vous auriez dû entendre. Donc, voilà. Sophie, je te propose peut-être de commencer. Alors voilà, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui a donc pour but de vous expliquer les aides opérationnelles que nous pouvons vous fournir au niveau de la VIC dans votre gestion quotidienne de la crise sanitaire. Alors je vais peut-être demander à Madame Paquet de nous mettre les bons slides. Puisque moi, je vais vous présenter les aides que nous pouvons vous fournir au niveau de la première ligne. Donc, voilà, alors la première chose qu'il est très important de vous rappeler par rapport à ce soutien global qui peut vous être apporté au niveau de la VIC, c'est l'importance d'encoder quotidiennement dans la plateforme Plasma votre situation, puisque une fois que nous avons vos données d'encodage, cela nous permet d'activer les aides auxquelles vous pouvez alors avoir accès. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Alors, au niveau de la première ligne, qu'est-ce qui se passe? Donc, une fois que vous avez encodé vos données, nous, tous les matins, nous analysons un tableau que nous recevons via la plateforme Plasma avec votre encodage. Alors là, ça nous permet d'identifier ceux parmi vous qui malheureusement nous déclarent des cas. À partir de 2 cas, nous intervenons. Donc, quand on dit à partir de 2 cas, c'est bien à partir de 1 cas confirmé et enfin à partir de 1 cas confirmé et 1 cas suspect, ou à partir de 2 cas suspects, ou à partir de 2 cas confirmés. Donc, à partir de ce moment-là, nous, au niveau de la première ligne, et donc la première ligne en ce qui concerne votre secteur, elle est assurée par la direction de l'hébergement. On va prendre un contact téléphonique avec vous pour analyser votre situation. Alors, l'analyse de la situation, elle sert à avoir un premier point, un premier topo de quelle est la situation de votre service pour nous permettre au mieux de vous apporter de l'information, donc trouver l'information adéquate et de vous apporter d'éventuels soutiens. Alors l'analyse de votre situation, elle passe bien sûr par un point sur les personnes qui sont touchées dans votre institution. On va s'inquiéter de savoir si vous avez activé votre plan interne d'urgence, qui est un outil qui est évidemment très utile dans votre gestion de crise et dans les mesures que vous allez
mettre en place ou que vous avez même déjà mis en place. Alors, on va s'inquiéter de savoir quelles mesures vous avez déjà prises. On va faire un point avec vous éventuellement sur la situation de votre personnel, sur votre situation au niveau matériel. Donc, est-ce que vous avez bien constitué votre stock stratégique, hein? Donc, j'en profite pour vous rappeler que vous devez constituer un stock stratégique de 3 mois pour vous permettre justement de faire face à d'éventuels clusters. On va faire le point sur les risques de contamination en interne, hein. C'est évidemment très important d'évaluer ces risques. Est-ce que vos personnes ont eu des contacts étroits avec qui, dans quel cadre, dans quel contexte, avec d'autres résidents, avec des membres du personnel? Donc tout ça est évidemment étudié dans le cadre de cet appel. Alors je vais demander à Chantal de passer au slide suivant. Alors, une fois que nous avons fait ce point sur votre situation, on va voir avec vous si vous souhaitez le passage d'une équipe mobile d'urgence. Donc ça, soit vous pouvez nous la demander, soit dans la discussion qu'on va avoir avec vous, on va déterminer si c'est une aide qui peut être pertinente. On va éventuellement faire un relais de votre situation vers la deuxième ligne dont on parlera juste après. Alors, ce relais vers la deuxième ligne, il passe bien sûr par notre service audit et inspection, par nos agences POC, hein, qui sont les points de contact avec les gouverneurs des provinces et qui peuvent éventuellement activer l'aide de la cellule du gouverneur. Alors, l'entretien qu'on va avoir va aussi nous permettre de vous donner toute une série d'informations utiles. Donc, on peut vous faire parvenir toute une série de documentation par rapport aux bonnes pratiques, par rapport aux procédures d'hygiène. On peut vous orienter vers des tutoriels. Le site internet de la VIC vous sera présenté tout à l'heure. Il y a sur ce site toute une série de documents et d'informations qui sont très utiles. On peut vous donner des adresses de fournisseurs, par exemple, parce qu'on sait que certains d'entre vous nous expriment parfois des difficultés à se fournir en matériel de protection. Et donc, par rapport à ça, on peut éventuellement vous fournir de l'information utile. Alors, un point important, tu veux bien, peut-être Chantal, si tu veux bien revenir au slide précédent. Donc, un point très important de l'aide qu'on peut vous fournir également porte sur l'organisation d'un testing généralisé ou partiel. Donc, en fonction de l'analyse que nous allons faire de votre situation, on va estimer, en collaboration avec vous, s'il nous semble opportun d'organiser un testing, donc soit de l'ensemble de vos résidents et de votre personnel, soit d'une partie de vos résidents et de votre personnel. Alors, comment ça se passe cette organisation de testing? Donc, nous, au niveau de la première ligne, nous faisons un relais de votre situation auprès de nos cellules de surveillance des maladies, où nos médecins hygiénistes nous rendent un avis sur l'opportunité d'un testing au sein de votre structure. Et donc, s'ils nous donnent un feu vert pour l'organisation du testing, on fait alors une demande auprès de la plateforme fédérale. Cette plateforme fédérale active les laboratoires qui se mettent alors directement en contact avec vous pour vous livrer les tests et venir les récupérer une fois que le testing est réalisé. Alors, on vous demande juste évidemment des contacts pour les laboratoires. Donc, on va vous demander les coordonnées de la personne qui va être responsable du testing et du médecin
aussi qui va réaliser le testing. C'est important bien sûr d'avoir ses coordonnées et d'avoir la date à laquelle ce médecin pourra se libérer pour effectuer ce testing. Alors, j'en profite pour évoquer aussi un autre type de testing, puisque hier, vous avez reçu une communication de notre part par rapport à la mise en place du testing préventif. Donc, vous avez depuis aujourd'hui la possibilité de nous demander un testing préventif de votre personnel lorsque vous n'avez pas de cluster. Donc, tous ceux parmi vous qui nous déclarent au niveau de la plateforme Plasma 0 ou 1 cas peuvent nous demander un testing du personnel, ce testing du personnel pouvant avoir lieu environ tous les 7 à 10 jours. Donc, je vous invite fortement à y avoir recours parce que c'est évidemment un outil de prévention important et un outil de gestion par rapport à la prévention de cette épidémie et à la prévention de l'entrée évidemment du virus dans vos services. Alors on peut peut-être passer au dernier slide en ce qui me concerne. Alors, je pense que c'est important de vous dire que le travail que nous faisons au niveau de la première ligne vous permet aussi d'avoir un agent de référence qui est disponible pour vous pendant toute la durée de la crise. Donc, cet agent qui prend contact avec vous pour faire le point sur votre situation reste tout au long de votre gestion de crise un partenaire que vous pouvez mobiliser, à qui vous pouvez faire appel pour toute une série de questions ou si vous avez encore besoin d'un soutien, si ça se passe pas trop bien, si vous avez une recrudescence de cas, etc. On reste évidemment mobilisable, même si on vous a déjà contacté au préalable. Voilà. Alors, j'en profite juste pour faire une petite parenthèse par rapport à ça, pour remercier l'équipe qui travaille avec moi au quotidien par rapport à cette première ligne et qui fait un boulot formidable. Donc, je vais les citer, c'est Chantal Paquet, Margot Lebrun, Isabelle Anglebert, Pascal Mag, et alors il y a Bénédicte d'Absence qui nous a rejoint aussi cette semaine, et donc on est toutes à votre disposition pour toutes les questions, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, je pense qu'on peut peut-être passer alors du coup au slide suivant, qui concerne le soutien de deuxième ligne, et donc là je vais peut-être passer la parole à ma collègue Laurence Gosset. La direction audit et inspection. Donc, il y a plusieurs points que l'on peut passer en revue. Tout d'abord, des visites soutien hygiène sont organisées depuis plusieurs semaines par les auditeurs pédagogiques qui ont été formés spécifiquement aux procédures d'hygiène et qui visitent systématiquement les services afin de dispenser les bonnes pratiques en matière d'hygiène, mais aussi les outils disponibles. Donc, c'est en quelque sorte des facilitateurs d'accès à l'information qui peuvent venir sur le terrain dans vos services. Je vous invite d'ailleurs à leur réserver un bon accueil. Ensuite, vous avez le dispositif des SPOC, comme Madame Requois l'a expliqué, qui sont les points de contact uniques relais auprès du gouverneur de la province. Donc, tous les SPOC sont également des auditeurs. Ce sont vraiment les agents de liaison avec la cellule du gouverneur qui met en place le suivi des clusters, donc des foyers de contamination de plus de 10 cas positifs. Et donc, les SPOC accompagnent les clusters plus importants de plus de 10 cas. Ils sont là pour d'abord avoir un contact téléphonique avec les services qui ont rentré leur déclaration et donc qui présentent des foyers plus importants. Ils sont là pour l'identification des besoins,
tant au niveau, et faire le point en tout cas sur la situation des bénéficiaires, sur la façon dont ça s'est organisé dans l'établissement, est-ce qu'il y a eu du cohortage, est-ce que ce sont des isolements en chambre, faire le point sur le personnel et éventuellement une pénurie de personnel qui pourrait survenir, et relayer cette information auprès du gouverneur de la province qui, par le biais des réunions de cellules, peut activer alors la défense, la protection civile, les zones de secours. Alors, les SPOC sont de garde soirée et week-end et donc sont joignables dès que possible. Donc, dans le slide suivant, je vais vous présenter les différents dispositifs en place sur le terrain. Vous avez notamment 3 dispositifs différents qui sont des équipes mobiles d'urgence. Tout d'abord, les OST, Outbreak Support Team, qui sont composés de médecins et d'infirmiers. Les OST sont soutenus par les cercles de médecine générale et ils interviennent de façon systématique dans les structures agréées afin de fournir les conseils utiles aux équipes en matière d'hygiène. Ça veut dire que peut-être que dans les jours à venir ou que vous l'avez déjà été, vous pourriez être contacté par une OST qui peut également venir sur le terrain vous prodiguer un accompagnement au niveau hygiène, que ce soit des pistes par rapport à l'infrastructure pour du cohortage ou que ce soit sur les procédures ou sur les pratiques qui ont lieu dans votre établissement. Le deuxième dispositif, ce sont les EMU, les équipes mobiles d'urgence, donc qui ont été créées au mois d'avril suite à un appel de volontaires au niveau de l'agence. Donc, ce sont des duos de la VIC qui sont composés d'un profil soit médical, soit infirmier et d'un profil psychosocial. Donc, les EMU interviennent en duo et leur spécificité réside dans le fait qu'elles peuvent apporter un soutien à la fois en matière d'hygiène, mais également un soutien plutôt psychosocial. D'ailleurs, depuis le mois d'avril, eh bien, les modes d'intervention, en tout cas le contenu des interventions a varié. Au départ, nous étions fortement appelés pour des problématiques plutôt qui touchaient à l'hygiène lors de la première vague. Lors des vacances d'été, c'était beaucoup plus du soutien psychologique. Et puis ensuite, actuellement, on est à nouveau très fortement sollicité pour tout ce qui touche à l'hygiène. Alors, les équipes mobiles font une première visite, éventuellement une deuxième, donc c'est vraiment du one-shot. Après, par contre, elles peuvent vous relayer vers d'autres dispositifs qui peuvent apporter un accompagnement à plus long terme. À l'heure actuelle, donc à ce jour, les équipes mobiles d'urgence vont dans les structures les plus impactées par la crise sanitaire. Donc, ce sont les équipes qui vont sur le terrain dans les clusters, en tout cas les services qui sont plus fortement impactés. Le troisième dispositif, c'est le dispositif IP, donc intervention, prévention, infection. Là, donc, cela concerne du personnel à orientation paramédicale, sociale et psychologique. C'est un dispositif qui est organisé à l'initiative des fédérations des maisons médicales en collaboration, bien entendu, avec la VIC, et ils interviennent de façon systématique aussi, de façon préventive. Donc, c'est le dispositif qui est à mettre en parallèle avec le dispositif des OST. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a un listing de services avec lesquels les DP et les OST peuvent prendre contact. Donc, vous allez probablement être contacté par ces dispositifs-là aussi et vous proposer une visite sur le terrain. L'objectif est vraiment de vous accompagner par rapport aux procédures d'hygiène ou à des questionnements que vous auriez par rapport à cette matière-là. Donc, notre objectif avec ces équipes de terrain, c'est vraiment de toucher un maximum de services et que tout le monde puisse à un moment donné être accompagné au niveau de tout ce qui touche au processus d'hygiène et de prévention. Voilà. Phyllis, je ne sais pas. Vous m'entendez? Oui.
Je suis de retour. Voilà. J'essaie désespérément de faire rentrer Madame la ministre qui, je pense, rencontre des problèmes de connexion. Alors, est-ce qu'on passerait au contenu de Madame Patricia Jacquard ou est-ce qu'on ferait déjà une petite séance de questions-réponses? Qu'est-ce que vous en pensez? Patricia Jacquard. Patricia? Désolée, mon micro n'était pas activé. C'est Pas de comme vous problème. voulez. Comme les participants souhaitent, j'ai vu que dans la plage de questions, il y avait pas mal de questions auxquelles les personnes attendent peut-être des réponses. Donc, Oui, on va peut... déjà peut-être regarder pour prendre quelques premières questions. Alors, oui, Madame la ministre nous suit, mais malheureusement, elle n'arrive pas à prendre la parole et je ne trouve pas le moyen de la faire rentrer. Donc, je vais déjà prendre une petite question. Alors, des tests préventifs sont-ils possibles également pour les centres qui ne sont pas subsidiés? Sophie? Oui, tout à fait, hein. Donc, les tests préventifs concernent tout le secteur de l'hébergement pour personnes handicapées et d'ailleurs pas que. Les services d'hébergement non agréés y ont également accès, ainsi que les centres de réadaptation fonctionnelle. Et donc, par rapport à notre secteur du handicap, tout le monde, tous les services y ont accès, donc y compris les services SAFAE et les services SAPS. D'accord. Alors, la prise en charge financière de ces testings peut-elle être assurée? J'ai du mal à retrouver les questions. J'ai aussi des problèmes de connexion, malheureusement, ce qui ne rend pas la tâche facile. À qui devons-nous faire des demandes de testing préventif pour notre personnel? Donc ça, vous avez reçu une circulaire hier soir par rapport aux modalités et donc les demandes doivent être adressées chez nous à une adresse mail spécifique. Donc c'est l'adresse mail testingmahapc@avic.be. Et les modalités de demande sont prévues et précisées dans la circulaire. Merci, Sophie. Phyllis, Oui. Phyllis, je me permets de t'interrompre parce que Madame la ministre vient d'envoyer un message où elle demande de l'appeler d'urgence. Oui, c'est pour ça que je vous proposais peut-être de continuer sans moi pour que je puisse vraiment régler le problème de Madame la ministre qui nous attend malheureusement. Donc, je vous propose de continuer les présentations. On refera de toute façon une session questions-réponses juste par la suite, mais il faut vraiment que je puisse faire rentrer Madame la ministre qui attend, qui veut vraiment vous partager quelques mots. Donc, j'essaye de résoudre le problème. Vous pouvez continuer sans moi. Merci. Voilà, donc je propose de passer la parole à Madame Jacquard, du coup. Je pense que ce n'est pas moi. Monsieur Estevez avait semblé dire que c'était d'abord les aspects formation. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans la suite. Voilà, Ah, effectivement. Oui, voilà. Oui, donc là, je ne sais pas si Jérôme Ducarme est là. Oui, je suis là. Jérôme, si tu peux alors présenter déjà le point, merci. On peut y aller. Tu peux passer à la diapositive suivante, Chantal, si tu veux bien. Voilà. Donc, le public qui est concerné au niveau des professionnels du secteur du handicap, il s'agit des services d'accueil et d'hébergement, donc ce que nous appelons les MH. Il y a également les services d'aide en milieu de vie, dont les AMP, les initiatives spécifiques, donc les IS, les entreprises de travail adapté, les ETA, et ensuite nous avons également les centres de formation et d'insertion socio-professionnelle adaptés, donc les CIFSPA, ainsi que les services agréés financés par une autorité étrangère, les SAFAE dont Sophie parlait tout à l'heure, et nous avons également certaines formations qui sont à l'attention des familles et des personnes en situation de handicap. Donc nous pouvons passer à la diapositive suivante.
Au niveau des projets, donc des types de projets pour les professionnels, actuellement, donc je vais vous parler moi des projets sur site, ce que nous appelons les appels à projets pôle 2. Donc il s'agit en fait de formations sur site qui sont à l'initiative des services agréés par la VIC. Les SAFAE n'ont malheureusement pas accès à ce type de formation. Pour les autres services que je viens de citer, ben c'est le cas. Donc, comment cela fonctionne-t-il? Le formulaire de candidature est envoyé à tous les services durant le mois de juillet ou le mois d'août. Il peut également être téléchargé via le site de la VIC. Donc, pour le téléchargement, il suffit d'aller sur le site, de cliquer sur l'onglet handicap. Ensuite, vous avez un petit bouton avec plus d'infos. On clique dessus. Puis, il y a un onglet professionnel, donc il faut aussi cliquer. Et ensuite, nous arrivons là sur la formation du personnel et il y a tous les documents qui peuvent être téléchargés. Et donc, dans le cadre du pôle 2 ici, il faut cliquer sur le lien pour l'appel à proposition. Voilà, ça c'est pour les manières de diffuser l'appel à candidature. Les services peuvent rentrer un projet par année, sauf pour les gros services, donc de plus de 40 travailleurs. Là, il y a possibilité d'en rentrer 2 ou plus selon le nombre. Les dossiers peuvent être envoyés pour octobre de l'année précédente. Donc, si par exemple c'est pour l'appel 2021, ils doivent être envoyés pour octobre 2020. Ça, c'est pour le premier appel à projet. Ou pour le mois d'avril de l'année de l'appel en cours. Donc, pour avril 2021, il y a la possibilité de rentrer une deuxième vague de projets. Pour la manière de faire, la personne référente se charge de compléter le formulaire, de prendre les contacts avec les opérateurs de formation, car ils sont également soumis au marché public, donc il y a une obligation de mise en concurrence. Les thématiques qui sont prises en charge sont reprises dans le vade-mecum du formulaire, donc ça, pour les personnes intéressées, je vous invite à le parcourir. Ensuite, lorsque le formulaire nous parvient au sein du service formation, il est analysé et il passe par diverses étapes de validation. Ensuite, le service est averti via une notification de l'acceptation ou du refus de son projet selon que le projet est accepté ou non. Et enfin, à la fin de l'organisation, il y a la liquidation du montant qui avait été accordé, qui se fait des réceptions des pièces justificatives. Donc, on entend par là les factures, les déclarations de créances, la fiche d'évaluation différée, ainsi que la liste des participants signés. Donc, voilà pour la partie pôle 2. Je passe la parole à Jonathan. Oui, donc voilà, moi je vais vous présenter donc le deuxième point ici. Oui, voilà. Donc non, au-dessus. Je veux bien la dia précédente. Enfin, voilà. Donc ces 2 journées, donc ici on propose 2 journées de formation, une journée à l'hygiène et une journée communication et soutien psychologique. Donc ces 2 journées forment un tout et elles sont destinées principalement aux responsables d'équipe et de service qui à leur tour pourront transmettre cette formation en interne à leurs collègues par le principe de formation des formateurs. Donc, cela concerne le secteur des maisons de repos et des services résidentiels de votre secteur, donc du secteur du handicap. Des groupes distincts sont évidemment formés en fonction de ces 2 secteurs. Et alors, je tiens aussi à préciser que ici, pour le secteur du handicap, est concerné le secteur lié à l'hébergement de personnes. Voilà, donc pratiquement, ces journées, elles se déroulent en visioconférence par journée de 6 heures. Elles sont données pour l'hygiène par l'organisme de formation Repère et par Pax ASBL. Et alors, pour la communication et le soutien psychologique, c'est uniquement par l'organisme de formation Repère. Alors, quels sont les termes abordés? Pour l'hygiène, on aborde par exemple la mise en place d'une cellule de crise, les mesures d'hygiène, et de prévention en cas de contamination, l'isolement, etc.
Et en communication et soutien psychologique, nous abordons la communication dans un contexte de crise, des échanges de bonnes pratiques, et il y a une partie qui est consacrée au soutien psychologique et à la santé mentale. Donc ces formations, elles visent plutôt des crises de manière générale, pas simplement liées au Covid, quoi, mais évidemment, il y a une grosse partie qui aborde les spécificités du Covid, notamment en hygiène. Donc, depuis le début novembre et jusqu'à la mi-décembre, nous avons proposé au secteur du handicap 11 journées de formation qui sont complètes et de nouvelles sont prévues et on vous les proposera ici très prochainement pour le mois de janvier et peut-être même fin décembre. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez envoyer vos demandes à l'adresse mail formation.hygiene@avic.be. Formation.hygiene@avic.be, c'est une adresse mail générique. Si jamais vous avez des questions sur ces formations. Alors, on peut passer à la dia suivante. Nous travaillons actuellement sur différents types de projets liés à la crise et qui vous seront proposés, mais ils ne le sont pas encore ceux-là. Donc, on a un projet lié aux supervisions, où là, on voudrait proposer au secteur une supervision sous forme de 2 demi-journées sur le site de vos établissements pour le personnel, avec pour objectif de déposer en équipe sur le vécu de la crise. Et alors un deuxième projet, donc là c'est le catalogue gestion de crise. Donc l'idée c'est de proposer de manière plus structurelle des formations par thématique en lien sur la gestion de la crise en général. Donc là on a travaillé avec la direction de l'audit et de l'inspection pour identifier des premières thématiques qui sont remontées du terrain, notamment la thématique de la résilience professionnelle et sociale, apprivoiser les deuils. Alors, il y aura aussi du contenu relatif au syndrome de glissement, envisager la sécurité dans un cadre des maladies contagieuses. Donc voilà, donc ça c'est pour le catalogue gestion de crise qui vous sera proposé dès que ce sera mis en place, idem pour les supervisions. Donc ça, c'était pour les projets en cours et pour les thématiques abordées par le service formation du personnel du secteur. Donc maintenant, je passe la parole à Madame Jacquard du Forum. Voilà, je ne sais pas. Voilà. Bonjour à tous. Donc, moi, je travaille au Forum. Le Forum est effectivement peut-être davantage connu pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi, mais sachez qu'il déploie également toute une série d'activités en soutien des entreprises et notamment en matière de recrutement. On peut passer au slide suivant. Alors, le contexte qui justifie ma présence parmi vous aujourd'hui, c'est effectivement le contexte de la Covid-19 et des besoins de recrutement importants que l'on a pu constater pendant cette période de crise, qu'il s'agisse de la première ou de la deuxième vague, et plus spécifiquement dans le secteur de la santé et de l'action sociale. Alors, le Forum s'est fortement mobilisé pour toute une série de secteurs d'activité depuis le mois de mars de cette année, en tant que, d'une part, centralisateur des besoins de recrutement. C'est extrêmement important, notamment en ce qui concerne le secteur de la santé, puisque actuellement, on remarque que les besoins des institutions, surtout en période d'urgence, sont exprimés à différents endroits et on a effectivement constaté qu'il y avait un besoin de centraliser. C'est bien le rôle du Forum, notamment en ce qui concerne les institutions de soins et de santé, c'est d'être le centralisateur des besoins de recrutement et de réaliser l'intermédiation entre vos besoins et les candidats que nous pouvons trouver pour vous. Alors, deux particularités dans ce travail. Comme je l'ai dit, on a effectivement pas mal de canaux d'entrée pour l'expression de ces besoins de recrutement. J'y reviendrai plus tard. Et une difficulté que l'on peut rencontrer pour certaines fonctions qui sont plus difficiles à satisfaire, c'est effectivement la nécessité de maximiser l'afflux de candidats. Je pense notamment aux fonctions d'infirmières et d'aides-soignantes. Ce sont des fonctions sur lesquelles nous devons vraiment travailler énormément pour avoir un afflux suffisant de candidats. On peut avancer.
Alors, comment captons-nous les besoins de recrutement? Tout d'abord, dès le mois de mars, nos conseillers entreprises du secteur de la santé, puisque tous nos conseillers sont spécialisés secteur par secteur, ont contacté proactivement toute une série d'entreprises et notamment l'ensemble des institutions de la santé, à savoir les maisons de repos et de soins. Dans cette première vague d'appels, on a également contacté les centres de jour pour personnes handicapées. On a également contacté d'autres institutions agréées par l'AVIC, comme par exemple les MAH, c'est-à-dire les services résidentiels pour personnes handicapées, et également les centres de rééducation fonctionnelle. Donc ces contacts proactifs avaient pour objectif de capter les besoins de recrutement et de les satisfaire au mieux. On a recommencé ce même travail proactif lors de la deuxième vague, mais en se focalisant cette fois-ci, je tiens à le préciser, davantage sur les maisons de repos et de soins. Vous le verrez dans le reporting que je vais présenter, mais bien entendu, on est ouvert à toute action plus spécifique vers votre secteur si le besoin existe. D'autres possibilités de capter des besoins de recrutement en dehors de la proaction de nos conseillers, c'est que toute institution, quelle qu'elle soit, peut déposer une offre d'emploi sur notre site, ou tout simplement appeler notre centre de contact, je vous donnerai le numéro en fin de présentation, ou mieux encore, si elle a déjà un conseiller entreprise de référence, reprendre contact avec son conseiller qui va lui rédiger son offre d'emploi et la traiter dans les meilleurs délais. Alors, nous avons également une collaboration avec l'AVIC qui met à notre disposition, dans le respect des règles de protection de vie privée, les informations que vous encodez dans la plateforme Plasma, mais uniquement mis à notre disposition les besoins de recrutement que vous pouvez également exprimer sur cette plateforme. Et enfin, les gouverneurs ont également les coordonnées directes de nos responsables en territoire, de sorte à lui relayer directement les besoins urgents, de sorte à ce qu'un conseiller reprenne contact très rapidement avec l'institution. On peut avancer. Alors, aujourd'hui, sur la plateforme de l'AVIC, donc reporting arrêté hier, nous avons reçu des besoins de recrutement de 313 institutions, dont hier 304 avaient été contactées. Il faut savoir que tous les jours, de nouvelles institutions s'inscrivent sur cette plateforme. En général, elles sont contactées dans les 24 heures. On peut avancer. Alors ici, c'est simplement pour information. Donc sur cette plateforme AVIC qui est mise à disposition du forum via l'envoi d'un fichier quotidien, on voit également les besoins que les institutions expriment au travers de l'interface Plasma. Et donc hier, par exemple, nous avions un total de 860 opportunités d'occupation qui étaient proposées par l'ensemble des institutions pour toute une série de postes, comme des aides-soignants, des infirmiers, des techniciens de surface, etc. On peut avancer. Alors, vous allez nous dire, ben maintenant, voilà, vous avez les besoins, mais comment mobilisez-vous les candidats? On peut avancer. Et donc, comme je l'ai dit, le secteur de la santé, déjà en période normale pour le forum, c'est un secteur où on rencontre des fonctions difficiles à satisfaire. Hein. C'est vrai que les fonctions d'infirmiers généralistes ou spécialisés sont des fonctions en pénurie. Aide-soignante n'est pas vraiment en pénurie, mais vu les conditions de travail, c'est parfois difficile de mobiliser des candidats. Et donc, pour l'ensemble des postes que nous recensons, nous faisons une diffusion très large des offres d'emploi de sorte à ce que les besoins des institutions soient largement connus. Donc les offres sont diffusées sur notre site internet, mais également sur les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Twitter.
Nous bénéficions actuellement également d'une collaboration avec LinkedIn et d'une mesure de soutien en période de crise qui nous a proposé pour les secteurs essentiels de pouvoir publier les offres gratuitement. Donc toutes les offres d'emploi du secteur de la santé sont également publiées sur LinkedIn directement. Parallèlement à cela, nous avons également des collaborations avec d'autres partenaires qui relayent également notre offre de services et nos besoins, notamment auprès de personnes qui ont un statut d'indépendant à titre complémentaire ou complet, de sorte à toucher des personnes qui auraient envie de se mobiliser en plus de leur occupation principale. Alors, bien entendu, nous mobilisons également l'ensemble des demandeurs d'emploi qui sont inscrits au forum pour les fonctions recherchées de différentes façons. Soit on leur téléphone, soit on leur envoie les offres, soit par mail, soit par SMS. Et nous avons également entrepris ici récemment une action systématique de contact pour vraiment responsabiliser les demandeurs d'emploi qui sont inscrits notamment sur des fonctions d'infirmières et d'aide-soignantes, qui ont toutes les compétences techniques pour répondre aux offres d'emploi et qui n'ont pas de motif justificatif suffisant pour refuser un emploi. Nous utilisons bien entendu les flux quotidiens qui nous viennent de la VIC. Donc concrètement, nous recevons tous les jours, d'une part, les besoins des institutions, nos conseillers les gèrent dans les 24 heures, et d'autre part, nous recevons également l'ensemble des personnes qui se manifestent volontaires pour travailler sous tout type de statut. Ça peut être un statut de bénévole, ça peut être un statut d'indépendant, un statut d'étudiant ou de personnes mises à disposition. Donc nous les contactons pour proposer leur candidature aux institutions qui ont des besoins. Je viens d'en parler. Donc nous sommes très attentifs et c'est un point d'attention que je dois encore renforcer auprès de nos conseillers entreprises, à pouvoir privilégier en cette période de crise tout type de pouvoir proposer tout type de statut d'occupation. Donc, on ne se limite pas à nos demandeurs d'emploi pour leur proposer un contrat de travail. Nous envisageons tout type d'occupation, y compris le bénévolat, le statut d'indépendant et la mise à disposition. Nous travaillons également de près avec les hautes écoles et les universités, notamment pour essayer de maximiser les opportunités de stage. Et dans le plan d'action que nous avons également envoyé à Madame la Ministre à l'issue d'un premier webinaire avec nos conseillers entreprises, nous allons également travailler sur le plus long terme, enfin le moyen terme, je dirais, sur renforcer l'attractivité des fonctions d'infirmiers, d'aides-soignants, notamment dans les structures d'hébergement, plus toute une série de pistes qui existent, notamment quid de l'équivalence des diplômes. On a par exemple dans des personnes d'origine européenne ou extra-européenne, des personnes qui ont des diplômes non reconnus. Donc, est-ce que c'est une piste à envisager ou pas? Madame la Ministre parlait également lors de notre dernier webinaire de la possibilité de réquisitionner certains travailleurs. On a également évoqué un projet qui finalement n'a pas vu le jour, à ma connaissance à ce jour, la délégation d'actes infirmiers. Donc ça, je pense qu'on va abandonner, que c'est plutôt à mettre au frigo pour l'instant. Mais donc, comme vous le voyez, nous nous mobilisons vraiment largement pour essayer de mobiliser un maximum de candidats. On peut avancer. Alors, sur la plateforme AVIC, pour vous donner un petit ordre d'idée, hier, nous avions un total de 4 725 personnes qui se déclaraient disponibles. À ce jour, nos conseillers en ont déjà contacté un peu plus de 2500. Là, je m'exprime en termes de disponibilité, dans le sens où un candidat peut avoir plusieurs disponibilités. Si on parle en nombre de personnes, 1940 personnes ont été contactées, 1300 restent à contacter. Alors, pourquoi est-ce que 1300 restent encore à contacter?
parce que nos conseillers privilégient d'abord les personnes pour lesquelles nous avons des offres disponibles et pour lesquelles les besoins sont les plus criants, à savoir aides-soignants, infirmiers. Bien sûr, si des techniciens de surface, si on a des offres, on contacte également ces personnes sur la plateforme AVIC. Pour compléter justement l'action des conseillers entreprises qui n'arrivent pas en temps réel à contacter l'ensemble des candidats volontaires, notre call center vient aujourd'hui de terminer des appels sortant vers l'ensemble des personnes qui n'ont pas encore été contactées, de sorte à ce qu'elles reçoivent des offres d'emploi adaptées au profil qu'elles ont déposé sur la plateforme de l'AVIC. On peut avancer. Alors, quelques chiffres. Vous avez ici le premier bilan dont je suis assez fière de l'action que nous avons menée lors de la première vague, donc du 15 mars au 30 juin, pour le seul secteur de la santé. Vous voyez qu'on a contacté 2425 institutions. Dans les chiffres MR, MRS 854, vous retrouvez également les centres de jour pour personnes handicapées. Dans les autres institutions, vous retrouvez les centres de rééducation fonctionnelle et les MAH. On peut avancer. Alors, pour les maisons de repos et les centres de jour pour personnes handicapées, au total, vous voyez que le taux de satisfaction des offres d'emploi a été de 78%. Ce qui est quand même remarquable, puisque c'est un secteur difficile à satisfaire. Et si je fais un petit zoom sur les fonctions d'aide-soignante et d'infirmier, le taux est de respectivement 83 et 71%, ce qui est vraiment très très bien. On peut avancer. Pour les autres institutions d'hébergement et donc plus précisément, entre autres, bien sûr, les centres de rééducation fonctionnelle et les MAH, le taux de satisfaction global est de 68%, avec pour les aides-soignants et les infirmiers, respectivement 74 et 66%. On peut passer au suivant. Pour les hôpitaux, voilà, là vous êtes moins concernés, on a un taux de satisfaction de 70%. On peut passer à la suite. Et voilà, maintenant, on atterrit dans la deuxième vague. Donc, cette action du Forum a démarré à nouveau à partir du 14 octobre sur le même schéma d'organisation. Voilà, donc pour cette deuxième vague, nous avons contacté, et c'est le reporting d'hier, donc les chiffres sont tout frais, nous avons contacté 617 institutions. Vous avez le détail dans le petit encart de droite, 549 institutions MR, MRS, y compris donc les centres de jour pour handicapés, mais à ce stade, nous n'avons pas encore eu de contact proactif vers les autres institutions. Donc, on peut en parler après dans les questions. Vous verrez également que vous avez d'autres modes de vous faire connaître du Forum. Si ce n'est pas encore le cas, j'y reviendrai dans mon dernier slide. Alors, pour ces institutions contactées, nous avons, à la date d'hier, 1249 postes recensés, dont 290 aides-soignants et 286 infirmiers. Nous avons également des éducateurs qui sont très demandés, 85. Voilà, on peut passer au suivant. Alors, en termes de résultats, ce sont bien sûr actuellement des résultats très partiels, puisque je vous donne ici des résultats pour des offres d'emploi que nous gérons depuis le 14 octobre. Et donc, pour votre information, pour qu'une offre puisse être considérée comme satisfaite, il faut en général 8 semaines de gestion, surtout dans le secteur de la santé, c'est un minimum. Donc, le taux de satisfaction évolue néanmoins, parce que dans mon dernier reporting la semaine dernière, j'étais pour ce secteur-ci, maison de repos, maison de soins et centre de jour pour personnes handicapées à 16%. Cette semaine, nous sommes à 25%. Pour les aides-soignants, 26%, les infirmiers, 14%, techniciens de surface, c'est un peu meilleur, 41%, éducateurs, 42%, donc on avance tout doucement et on suit ça de près. On peut passer au slide suivant. Les centres de testing, ça vous concerne moins, donc là on a peu de besoins pour l'instant. Et on peut passer au dernier qui ne vous concerne pas non plus, ce sont les hôpitaux. C'est peut-être le dernier slide qui est crucial pour vous. On peut avancer. Voilà. Alors,
Non, le dernier, voilà. Quelle est la meilleure façon de nous contacter? Je dirais, si vous avez déjà un conseiller de référence et que vous vous souvenez de son nom, n'hésitez pas à le contacter en direct, c'est la voie la plus rapide. Il prend votre offre, il la diffuse, la gère activement et vous tient au courant du suivi. Si vous n'avez pas de conseiller entreprise ou ne vous rappelez pas de ses coordonnées, on a un numéro gratuit réservé aux entreprises qui est affiché, 0800 93 946. Ce centre de contact vous met en contact direct avec un conseiller entreprise qui gère dans la foulée votre besoin. Si vous vous sentez autonome et si vous avez le temps de le faire, vous pouvez aussi déposer directement votre besoin sur le site du Forum. Et bien entendu, vous pouvez également déposer vos besoins lorsque vous renseignez vos cas Covid sur la plateforme AVIC Plasma. Et vos besoins, nous serons alors répercutés quotidiennement par l'AVIC via le flux quotidien d'informations qu'il nous transmet. Voilà, merci pour votre attention et je suis bien sûr à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup, Patricia. Donc, on a pu constater via cette présentation l'importance de la collaboration entre nos deux instances. Je tiens encore une fois à m'excuser auprès de Madame la Ministre et toutes les personnes qui attendaient l'intervention de Madame la Ministre avec impatience, je l'imagine, parce qu'on rencontre toujours des problèmes de connexion, mais on espère que ça va pouvoir se régler avant la fin du webinaire. Donc voilà, on espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre et pouvoir nous parler parce qu'elle y tenait vraiment. Donc encore une fois, mille excuses auprès d'elle et auprès de tous les participants. Je propose alors de continuer avec la présentation de Lucie, qui va plutôt nous parler de tout l'aspect mental, du soutien auquel vous pouvez, dont vous pouvez bénéficier et des manières de le faire. Voilà, Lucie, je te propose de continuer. Merci. Oui, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, tu peux y aller. Donc, je vais vous parler des aspects psychosociaux. Donc, le premier slide, Chantal. Voilà, donc la pandémie de Covid-19, évidemment, en plus de ses impacts sanitaires, on sait qu'elle provoque des bouleversements qui peuvent influencer la santé mentale, le bien-être des personnes, puisque c'est une situation qui peut générer des réactions de stress, d'anxiété, et en particulier pour les professionnels de l'aide et du soin qui sont en première ligne, qui ont vu leur quotidien, leur contexte de travail et de vie bouleversé. Alors peut-être la première chose à rappeler, oui, slide suivant, c'est que ces réactions de stress et d'anxiété sont normales face à une situation qui, elle, est anormale. Et donc, slide suivant, face à ce stress, mais chacun va réagir différemment. En fait, chacun a ses propres signes de stress. Le stress peut se manifester au niveau physique, cognitif, émotionnel ou comportemental. Et en fait, quand le stress devient chronique, quand l'état de stress perdure trop longtemps, c'est sur le slide suivant, là, il peut y avoir des effets néfastes sur notre bien-être physique et mental, et à ce moment-là, le stress chronique peut nous empêcher de fonctionner comme on le voudrait. Ça peut évidemment mener à l'épuisement, donc c'est très important de connaître nos signes personnels de stress, important de s'observer et d'intervenir pour prévenir l'apparition d'une situation d'épuisement. Le slide suivant. Donc oui, le stress chronique peut causer de l'anxiété, des troubles du sommeil, une diminution de la performance au travail, une augmentation de la consommation de substances psychoactives comme tabac, alcool et autres. Et donc il y a comme ça des signes qui peuvent nous alerter. Et d'ailleurs à cet égard, je vous invite à consulter le site www.trouverdusoutien.be. dont j'aurai l'occasion de vous reparler un peu plus tard dans la présentation, mais sur ce site, vous pouvez retrouver des fiches, des documents qui reprennent ces signes d'alerte auxquels il convient d'être attentif. Alors, slide suivant. Donc oui, la gestion sanitaire d'un service doit intégrer les aspects sanitaires, évidemment, mais aussi les aspects psychosociaux. Et donc, j'aborderai ces aspects psychosociaux, slide suivant, pour les résidents, pour le personnel et pour les directions, les responsables d'équipe. Alors tout d'abord, par rapport à la santé mentale et au bien-être des résidents,
Je pense que ce qui est central, c'est l'aspect relationnel entre les résidents et les professionnels qui les accompagnent. Les professionnels partagent le quotidien des résidents, ils les connaissent bien et donc ils sont les plus à même d'observer d'éventuels signes d'une détresse émotionnelle ou psychologique, que ce soit un changement d'humeur, de comportement, un repli sur soi, etc. Et donc, il s'agit aussi d'être à l'écoute de ce que les résidents peuvent exprimer. Le slide suivant. Et donc, c'est à travers des observations dans le quotidien, mais aussi des observations ciblées via des cahiers de communication, des grilles d'observation, qu'on va pouvoir veiller au bien-être psychique des résidents et l'évaluer. Et ça peut aussi se faire à travers un dialogue ouvert sur le vécu, notamment grâce à des outils comme les livrets Smile. Alors, que peut-on faire pour favoriser le bien-être mental des résidents? Il y a tout un tas de petits conseils ici, mais tout d'abord, soigner la communication, donc écouter, offrir un espace de parole, répondre aux questions, donner des informations claires, adaptées au niveau de compréhension de la personne, ne pas hésiter à impliquer les proches dans la communication de ces informations. Et puis aussi, on n'y pense peut-être pas forcément, mais varier les sujets de conversation, ne pas focaliser l'attention sur la Covid-19. Alors, d'autres choses qu'on peut faire pour favoriser le bien-être mental des résidents, sur le slide suivant, c'est de favoriser les interactions dans le respect des règles sanitaires, évidemment, donner accès à des activités structurées, permettre de suivre une routine, c'est important, ça va contribuer à réduire le stress et l'anxiété des résidents et maintenir, là aussi, dans le respect des règles sanitaires, un contact régulier avec les proches. L'objectif, évidemment, et ce n'est pas simple, mais c'est de trouver un équilibre entre les mesures sanitaires et le bien-être psychosocial. Alors, en termes d'activité, sur le slide suivant, eh bien, on conseille d'opter pour tout ce qui sera de nature à réduire le stress, les angoisses, donc les approches sensorielles que vous connaissez probablement, mais aussi des exercices de respiration, de relaxation. Et alors aussi ne pas hésiter à proposer éventuellement le passage du psychologue du service ou de la structure de façon régulière si nécessaire et évidemment toujours travailler, collaborer ensemble autour de chaque résident et peut-être aussi partir de ce que lui souhaite, de ce qu'il exprime pour se sentir bien. Donc voilà un petit peu pour les résidents. En ce qui concerne le personnel, c'est vraiment très important d'investir de l'énergie dans le bien-être des équipes. Ça permet vraiment de protéger tout le personnel contre le stress chronique. Ça permet d'augmenter la capacité du personnel à remplir efficacement ses rôles. Et puis, ça permet aussi de renforcer la cohésion d'équipe. Alors, comment faire? On peut notamment, sur le slide suivant, monitorer régulièrement en demandant à ces équipes mais comment ça va, en offrant des espaces de parole brefs et réguliers pour permettre aux membres de l'équipe d'exprimer leurs préoccupations, de poser leurs questions. C'est probablement là le plus important parce qu'on sait que le soutien social est un facteur de protection vis-à-vis des troubles psychologiques. On sait qu'il est important aussi de favoriser le soutien entre les membres de l'équipe, peut-être mettre en place par exemple le buddy system, qui est le fait que deux collègues s'associent pour s'entraider, faire attention l'un à l'autre, se donner du feedback quand l'un ou l'autre constate des changements chez son collègue. Le slide suivant. Donc, il y a vraiment de nombreux conseils repris ici. Je ne vais pas tous les énoncer, mais peut-être dans ce qui est vraiment très important, veiller aussi à bien communiquer. Ce n'est pas toujours évident dans des situations de gestion de crise comme celle qu'on connaît actuellement, mais c'est important de donner des informations précises et claires à tous, mises à jour, parce que ça permet vraiment d'atténuer les inquiétudes et donc de réduire le stress. S'assurer aussi que le personnel sache où et comment il peut accéder aux dispositifs de soutien psychosocial existants. Sensibiliser aussi le personnel à l'importance de prendre de courts moments de pause et de profiter de ces moments d'arrêt pour s'introspecter et interroger son propre état physique et mental.
Oui, il y a encore énormément de conseils. Sur le slide suivant aussi, vous avez encore d'autres mesures qui peuvent favoriser le bien-être des équipes, comme par exemple le jumelage, donc le fait d'associer par exemple un collègue plus expérimenté avec un collègue qui le serait moins et qui viendrait en renfort à l'équipe. Voilà d'autres mesures que je vous laisserai parcourir si vous le souhaitez. Ensuite, sur le slide suivant, qui est consacré plus au bien-être des responsables et des chefs d'équipe, évidemment, c'est important de rappeler qu'ils sont confrontés à des facteurs de stress similaires à ceux du personnel, voire à une pression supplémentaire liée évidemment à leur niveau de responsabilité. Et pour prendre soin des équipes et des résidents, mais les responsables doivent prendre soin d'eux-mêmes. Donc, toutes les mesures et stratégies de bien-être visant à réduire le stress doivent être appliquées aussi bien par le personnel que par les responsables, évidemment. Et c'est même là une façon de donner l'exemple et d'aider à atténuer l'accumulation de stress et de fatigue des équipes. Alors, en termes de ressources à activer sur le slide suivant, donc les ressources qu'on peut activer pour préserver son bien-être psychique dans le cadre du travail. On peut faire appel à un psychologue en interne éventuellement, mais aussi au service de prévention au travail. Alors, vous trouverez toutes les informations utiles sur ces services de prévention au travail sur cette plateforme trouverdusoutien.be qui reprend plein de ressources pour prendre soin de soi, prendre soin de ses équipes. Et donc, vous trouverez notamment sur ce site toutes les coordonnées des services de prévention externe, comment trouver les coordonnées de votre conseiller en prévention, de votre médecin du travail via le site masanté.be notamment. Alors, en tant que professionnel du secteur handicap, vous savez aussi que dans le cadre de la crise, les cellules mobiles d'intervention, qui sont au nombre de 7 sur le territoire de la région wallonne, ces cellules ont été renforcées pour vous soutenir dans l'accompagnement des personnes qui présentent un double diagnostic, donc une déficience intellectuelle associée à des troubles psychiatriques ou comportementaux. Donc, ces cellules mobiles d'intervention, elles peuvent intervenir à la demande des familles ou des milieux d'accueil et d'hébergement, et elles interviennent dans le milieu de vie des personnes, qu'ils soient institutionnels ou familiales, pour outiller les professionnels et les aidants proches. Et donc, vous trouverez les coordonnées de ces cellules à la fin de cette présentation, et de nouveau aussi sur le site trouverdusoutien.be. Et donc sur le slide suivant, je voulais justement vous présenter un petit peu plus ce nouveau site de la région wallonne, donc trouverdusoutien.be, sur lequel vous trouverez notamment les plateformes d'écoute qui sont dédiées aux professionnels de l'aide et du soin, comme psy.be ou encore Psyformed, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Vous y trouverez aussi, donc, comme je l'ai dit, toutes les coordonnées des services de prévention au travail, etc. Mais aussi des outils donc, pour prendre soin de soi, de son équipe, des outils de gestion du stress, des autotests pour voir un petit peu où on en est, que l'on peut utiliser soit individuellement ou même en équipe, de la documentation. Et puis, vous pourrez aussi trouver les lignes d'écoute téléphoniques pour tous, donc pas seulement celles qui sont dédiées aux professionnels de l'aide et du soin, mais celles que vous pouvez éventuellement aussi conseiller à vos résidents ou à leur famille, et bien d'autres ressources. Voilà. Oui, Sophie, est-ce qu'on peut peut-être passer sur le dernier slide où justement on avait un lien vers notre site internet, que je puisse montrer aux personnes comment ils peuvent y accéder et aller rechercher les informations nécessaires? D'accord. Chantal? Alors voilà, donc Chantal, si tu veux bien cliquer sur le lien covid.avic.be, on va voir qu'on arrive directement donc sur le site. Ça devrait fonctionner normalement. En tout cas, sur ce site, vous allez pouvoir retrouver des informations dans la boîte à outils que vous allez pouvoir utiliser par la suite. Voilà, donc si on clique sur l'onglet « Un professionnel », merci Chantal. On arrive donc dans la boîte à outils que vous pouvez voir sur votre droite, tout en haut. Voilà. Et dans cette boîte à outils, vous allez pouvoir retrouver des informations sur les mesures d'hygiène. Alors, vous allez pouvoir télécharger des affiches, vous allez pouvoir voir des vidéos qui sont également sur notre page YouTube.
Vous allez aussi pouvoir consulter des facs, mais alors ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous avez là le replay des webinaires. Donc vous avez le premier webinaire sur les mesures barrières, les mesures d'hygiène, où justement là, Madame la ministre avait aussi participé. On avait eu la chance de la voir et de pouvoir l'entendre. Et donc voilà, c'est là que vous allez pouvoir retrouver toutes les informations et télécharger même les informations dont vous avez besoin et que vous voulez vous-même communiquer à votre personnel. Donc voilà, je m'excuse à nouveau sincèrement auprès de Madame la ministre et de toutes les personnes qui, je sais, voulaient l'entendre aujourd'hui parce que je ne trouve pas de solution et mon service informatique n'en trouve pas non plus. Donc voilà, je ne sais pas comment on peut régler ce problème. Je suis en direct avec vous et je n'ai malheureusement pas beaucoup de marge de manœuvre. Je peux peut-être proposer, si on a fini de la formation, de peut-être prendre quelques questions. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, j'avais quelques questions qui m'étaient apparues que je vais reprendre. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme question intéressante? Ça, j'avais déjà posé. Je suis toujours dans ces problèmes techniques où malheureusement, j'ai moi-même beaucoup de mal à lire vos questions, mais de toute façon, je rassure toutes les personnes qui ont participé, qui ont montré de l'intérêt et qui ont posé des questions. Toutes ces questions seront répondues dans la fac qui va suivre dans les jours qui arrivent. J'en vois une là qui m'arrive. Donc les SLS ne sont pas concernés par l'encodage sur la plateforme Plasma. Comment demander un soutien si besoin? Je me demande si Madame Jacquard peut peut-être répondre à cette question. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, mais je ne pense pas qu'elle m'était destinée parce qu'elle était arrivée avant mon intervention. Enfin, si le besoin est un besoin de recrutement, l'institution peut contacter donc soit son conseiller entreprise si elle en a déjà un. Si ce n'est pas le cas, elle peut contacter notre centre de contact au numéro que j'ai indiqué dans ma présentation. Ou alors, elle peut également, si elle a le temps, encoder son offre d'emploi sur le site du Forum ou la déposer sur la plateforme Plasma de la VIC et elle sera traitée dans les 24 heures. D'accord, merci. Je peux peut-être répondre, hein, Philippe. Oui, Sophie, oui, bien sûr, je t'en prie. Donc, effectivement, hein, seules les collectivités résidentielles sont concernées par l'encodage dans la plateforme, mais nous sommes évidemment à disposition de l'ensemble du secteur pour répondre aux éventuelles questions qui se posent. Hein. Donc, nous avons par exemple des contacts réguliers aussi avec les SAJA, même s'ils ne sont pas concernés par l'encodage. Et donc, les SLS peuvent évidemment revenir vers nous ou éventuellement aussi vers la deuxième ligne, hein, vers leur auditeur qualité. S'il y a des questions spécifiques liées à cette gestion de crise, on y répond. On est évidemment dispo. Merci Sophie. Alors ici, j'ai quelqu'un qui me dit, mais je vois que Madame Jacquard a déjà répondu. Ah, il y a quelqu'un qui scrolle à ma place? Non. Testing préventif du personnel, qui s'en charge? Est-ce que c'est la médecine du travail? J'ai une question peut-être à laquelle on pourrait répondre ici. Est-ce que la médecine du travail a quelque chose à voir? Est-elle concernée? En fait, il appartient à chaque institution d'organiser en interne son testing. Donc, nous, on sert de relais par rapport à la livraison des tests et par rapport à l'analyse. Hein, on sert de relais avec et grâce à la plateforme fédérale avec les laboratoires. Maintenant, par rapport à l'organisation interne du testing, il appartient effectivement à chaque institution de mobiliser le médecin de son choix. Et donc, l'institution peut prendre contact avec sa médecine du travail et passer par ce canal-là. On constate le plus souvent à l'heure actuelle
que c'est généralement le médecin coordinateur qui effectue les tests des résidents, mais aussi du personnel. Ce qui n'était pas le cas pour le premier testing, quand on a fait le premier testing généralisé au mois de mai. Là, c'était bien cadenassé, hein. C'était la médecine du travail qui faisait le personnel et le médecin coordinateur qui faisait les résidents. Ici, dans la pratique de terrain, aujourd'hui, habituellement, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais libre à vous. Ok. Merci Sophie. J'ai une autre question pour le testing à nouveau. On me demande pourquoi les services d'aide en milieu de vie ne sont pas testés. En fait, ici, c'est un testing qui vise les collectivités et donc l'aide en milieu de vie, comme leur nom l'indique, concerne des personnes qui ne vivent pas en collectivité, mais qui vivent à leur propre domicile. Et donc, ils sortent évidemment du champ des mesures prises ici. D'accord. Merci Sophie. J'ai une autre question encore sur le test préventif. On me demande si on peut demander, qui peuvent être demandés depuis ce jour. Doit-on effectuer à chaque fois une demande ou une seule fois en précisant un planning souhaité de dépistage préventif? Non, il faudra rentrer une demande à chaque fois pour des questions d'organisation pratique à la demande de la plateforme fédérale. D'accord. Merci Sophie. Je fais à nouveau le tour des questions. Mais c'est pas très lourd, hein. En fait, je crois que le process est assez simple et fluide. D'accord. Ben, écoute, je pense qu'au niveau des questions, on a fait le tour. Les autres, comme je l'ai dit, seront abordés lors de la fac. Jonathan, tu voulais prendre la parole? Oui, en fait, j'aimerais bien dire, par rapport aux formations, donc il y a beaucoup de personnes qui ont eu des difficultés à s'inscrire via la plateforme Plasma. Et donc, si c'est toujours le cas, vous pouvez envoyer, si vous voulez inscrire des personnes ou avoir des renseignements sur les formations, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse que je vais vous donner. Donc, c'est formation.hygiene@avic.be ou l'adresse, parce qu'apparemment, il y a un problème aussi avec cette adresse, donc je ne sais pas très bien, mais ou l'adresse jonathan.esteves-de-souza, en un mot, @avic.be. Et ça, je ne sais pas si on sait le noter quelque part. Je crois que je l'ai noté, mais je ne sais pas si je sais le publier. Peut-être tu pourrais le publier, oui, en effet. Donc, je vais le publier maintenant, comme ça, ce sera fait. Merci. Merci à toi. Sophie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce que nous clôturons cette session? D'abord, remercier tous les participants. Vous redire que nous sommes évidemment à votre disposition, bien sûr à la disposition des services résidentiels, mais aussi des autres structures, hein, avec mes collègues aussi de la branche handicap. Hein, Madame Goffelli pour l'aide en milieu de vie est également à votre disposition pour répondre à vos questions, pour vous apporter le soutien dont vous pouvez avoir besoin. Peut-être représenter encore une fois nos excuses à Madame la ministre, hein, qui a effectivement essayé de se connecter pendant toute la séance. Et voilà, malheureusement, un problème technique qui nous incombe l'en a empêché. En effet. Et remercier évidemment tous les orateurs de ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci Sophie, merci à tous. Donc, vous retrouverez l'enregistrement de ce webinaire sur le site covid.avic.be dans la boîte à outils que nous avons parcouru tout à l'heure ensemble. Et donc voilà, je vous souhaite une belle après-midi à mes orateurs et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.